Le film que vous allez voir évoque un épisode sans doute le plus mal connu de la décolonisation française, la grande révolte de Madagascar de mars 1947. Survenue quelques mois à peine après le début de la guerre d'Indochine, l'insurrection atteint vite son paroxysme alors que la France pénètre avec angoisse dans le monde de la guerre froide, et lorsqu'elle s'éteint en 1948, les victoires spectaculaires de Mao en Chine et les premiers déboires du corps expéditionnaire au Vietnam ont déjà détourné l'attention de l'opinion métropolitaine. Comme à Sétif, en Algérie, en 1945, l'armée et les colons européens, organisés en milices d'autodéfense, combattent au coude à coude. Mais, à la différence de Sétif, la solution de force y sera plus durable. Madagascar, en effet, constitue un carrefour ethnique extraordinaire. Un peuple d'origine malaise, venu d'Indonésie, de l'autre côté de l'océan Indien, domine traditionnellement des populations africaines concentrées sur les côtes et acculturées partiellement seulement à la civilisation des hauts plateaux. En organisant le rejet de ces élites par des côtiers plus pauvres, l'administration coloniale parviendra à diviser durablement le pays, à le reprendre en main pour le confier à l'indépendance en 1960 à l'une de ses créatures, Philibert Tsiran. Mais l'insurrection aura de profondes et lancinantes répercussions. La révolution paysanne et urbaine de 1971 provoquera 20 ans de régression économique et d'isolement de Madagascar. Elle a pour origine les ressentiments accumulés par la tragédie de la décolonisation manquée de 1947. Seul le nouveau régime démocratique depuis 1991 commence à cicatriser les plaies. Ce film lucide vient donc à son heure. Dafa amin'ny tegna zalahy heverina satria sisy fediana moa, sisy basy, sisy ino. Zany hoe araka ny ary zareo kolô manko ny tena nampizaly anay tety fa sy iza. Sy ny fanjakana akory fa ny kolô nampiasa anay tety, nagnano travail forcé mihitsy, zay nampivadika olo. Dans la nuit du 29 mars 1947, à Madagascar, une insurrection éclate. Elle est dirigée contre les colons français. Sur l'île Rouge, une vraie guerre coloniale va commencer. Elle durera presque 2 ans. 2 ans pendant lesquels hommes, femmes et enfants mourront sans qu'en France on s'en émeuve. Le bilan officiel sera pourtant de 89 000 victimes. De ces massacres, il n'existe aucune image, à part quelques photos. C'est un grand hôtel en Pedro. Miaraka tamin'ny voisin patronay. Tamin'ny 47 io a, fotony doroanjareo ny trano a, ny vonina zay mitsanga, vonina zay mivoaka, zay ny nataon'ny gasy namonany 47. Tamin'io 47 ariva, sasak'alina io. Et puis avec Sagay, les lèvres, Antibe, le voir madame, monsieur, Sagay, les nombres fous, le matin, nous matons à chambre 6. Les insurgés attaquaient en face, l'autre côté de la rivière. Bon, pour venir ici, ils s'attaquent en pirogue. Bon, il y a une jauge là-bas, bon, là-bas c'est plus près. Bon, s'ils attaquent par ici, il faut qu'ils viennent par pirogue. Là-bas, la rivière c'est plus étroit, donc ils n'ont qu'à traverser à pied. Bon, sans doute, ils venaient de partout.
J'ai entendu parler de l'attaque à Moramang le dimanche. J'étais en train de danser au Sport Club tous les dimanches. On était au Sporting Club. Il y a une piscine, petite piscine de 25 mètres, un club à hoche. Et tous les dimanches, nous étions là. Et je dansais, alors quand on m'a appris ça, bon, j'en ai pas tenu compte, j'ai rigolé, j'ai dit non. Ben oui, il y a eu une bagarre, d'accord, c'est entendu, mais enfin... Ah non, c'est une rébellion, bon. Alors, je n'en ai pas tenu compte, je pensais que c'était pas possible. Les colons se complaisent à décrire le malgache comme un être doux et peureux, incapable donc de se rebeller. L'insurrection du 29 mars éclate sur la côte est de Madagascar, là où la colonisation est la plus dense. État monarchique et libre, Madagascar est conquise en 1896 par l'armée française. Dès le début, paysans illettrés comme notables des villes tentent de secouer le joug colonial et de délivrer la terre des ancêtres, sacrée pour tous les Malgaches. La Deuxième Guerre mondiale va créer les conditions de la révolte. Battue en 1940, la France aux yeux des peuples colonisés n'est plus invincible. En 1942, les Anglais occupent la Grande Île pour chasser l'administration de Vichy. Ils apportent leur soutien aux leaders nationalistes qui fondent des sociétés secrètes. Avec l'effort de guerre, les paysans sont de plus en plus pressurés et par là même réceptifs à la propagande des sociétés secrètes. En signant la charte de l'ONU en 1945, la France reconnaît le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Pour les Malgaches, l'heure est venue d'exiger l'indépendance. Île aux syllabes de flamme. Jamais ton nom ne fut plus cher à mon âme. Île ne fut plus douce à mon cœur. Île aux syllabes de flamme, Madagascar. J'ai mort ta chair vierge rouge avec l'âpre ferveur du mourant aux dents de lumière, Madagascar. Jacques Rabémananzar est le plus jeune des 3 députés malgaches élus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand la France accorde les libertés essentielles à l'île Rouge. Les 2 autres, les docteurs Rasset et Ravouang, sont eux de vieux militants de la cause indépendantiste. Ensemble, ils vont fonder un parti nationaliste, le MDRM. Tous 3 sont persuadés d'obtenir l'indépendance par des voies légales et pacifiques. Aussitôt ce parti, le MDRM, connaît un succès foudroyant. Les Malgaches de toutes origines y adhèrent en masse. Les 3 députés sont l'objet d'un véritable culte. Bonjour. C'était ici que nous avons fondé le MDRM. L'ambiance était très, je dirais même presque fervente, parce qu'on allait créer quelque chose, n'est-ce pas, qui n'existait pas encore à Madagascar à l'époque. Comme on était colonie, il n'y avait pas la possibilité de fonder un parti. On a fait ce qu'on appelle les serments du MDRM. Il y avait une espèce de cérémonie presque religieuse, en quelque sorte. Un verre d'eau dans lequel nous avons mis un petit morceau, une petite parcelle de la terre malgache. Et on s'est donné ça à chacun en disant, voilà, fidélité à la terre malgache, l'amour de la patrie et l'amour des ancêtres. Nous étions là, en quelque sorte presque envoûtés par la nostalgie du pays, quoi. Voilà comment ça s'est passé. Devenir de plus en plus français, tout en restant profondément malgache. C'était ça notre devise. Et moi, personnellement, j'avais hérité d'un vieux grand-père qui m'a élevé,
qui m'avait toujours dit, et je le répétais souvent à mes camarades, mon grand-père me disait, tu vas essayer de, en quelque sorte, de lutter intellectuellement avec les Français. La première chose à faire, c'est d'apprendre leur langue. Quand tu auras leur langue, tu sauras ce qui se passe dans leur tête. Fitotaona niady ny raiko, niady tamin'ny frantsay. Ny razako maty tamin'ny andron'ny frantsay, izany hoe nitifiriny Sénégalais. Ka te manaraka an'izay aho, dia tsy maintsy mamaly fatandraiko, ary miady hangalana ny fahaleovan-tena. Tezitra zaho, zao ny teniko hoe, itsika zao efa tanan-dafy. Tsika niady tamin'ny Allemagne, niaro an'i Frantsa, tanindraza ny frantsay. Ka nahoana moa raha mba miaro koa ny tanindrazantsika na miaro tsika ny any Madagasikara. Tsangana ravaontsika io travaux forcés io. Ka niasaiko nikome ny olona na grève. Pour arracher l'indépendance, Munzadzon est prêt à recourir à la violence. C'est lui qui, déjà en 1941, avait fondé dans ce but une société secrète, la Dzini. Ny dikany hoe Dziny dia vorona. Vorona any agnaty ala. Vorona kely. Tsy mivoaka ao agnaty ala raha tsy amin'ny dimy na amin'ny enina. Somary hanomboka ho maizina ny andro. Tsy mandeha koa ilay Dziny raha tsy ho agnelagnelan ny vohitsy anankiroa. Vohitsy anankiray ity, vohitsy anankiray ity. Dia mandeha eo agnivony eo izy. Izay olona mifanena amin'io voron'io torana. Ary ohatrany misy poizina. Ilay vorona, ato mena, ny ambany hiliny eo. Société secrète et MDRM n'ont pas la même confiance dans la métropole. Pour Munzadzon, si la France des Lumières refuse l'indépendance à Ho Chi Minh et au Vietnam, pourquoi la donnerait-elle à Madagascar? Il faut donc se préparer à la lutte armée. En attendant, pour se donner une couverture légale, les membres des sociétés secrètes adhèrent au MDRM. Alors que la France ne semble pas prête à abandonner la moindre parcelle de son empire, sur l'île Rouge, pour les colons, il n'est de toute façon pas question de renoncer à leurs propriétés et à leurs privilèges. Je suis fier d'avoir œuvré comme administrateur des colonies et comme chef de district. Je pense qu'on a eu une très bonne colonisation à Madagascar. Je n'ai jamais compris ce qu'on appelait le travail forcé. Parce que le travail forcé, à mon avis actuel, c'est... Comment peut-on dire travail forcé alors qu'en France, nous avions deux années de service militaire à faire? C'était pareil. Qu'est-ce qu'on demandait aux Malgaches? Il y avait l'indigénat. Il y avait un certain nombre d'indigénats. Ces journées ont été multipliées après la guerre. Je ne sais pas combien... un mois, enfin, je crois. Mais c'était des gens que l'on mettait à un travail et que l'on payait. Et ensuite, on a parlé du travail forcé. Alors le travail forcé, ça, je l'ai vu très nettement, c'est une campagne qui a été menée par les députés et les communistes français, en France, dans toute l'Afrique, aussi bien qu'à Madagascar. Mais pour moi, le travail forcé, je ne vois pas en androuille où j'ai administré une population d'environ 200 000 habitants. Je ne vois pas qu'on aurait pu me dire, vous avez forcé à travailler quelqu'un qui ne voulait pas travailler. Je n'ai jamais eu l'impression que les Malgaches se plaignaient tellement de leur situation.
Le travail forcé constitue la base de la richesse coloniale. Il permet aux colons de disposer d'une main-d'œuvre presque gratuite. Les paysans doivent travailler au moins 30 jours sur les plantations de café, mais par diverses pratiques illégales, les colons parviennent à les retenir à leur service jusqu'à 90 jours. Le statut d'indigène, faisant des Malgaches des êtres inférieurs, autorise tous ces abus. Ah ça, je reconnais, c'est le trésor. J'ai habité dans cette maison pendant très longtemps. Au trésor, ici. Nous avions la possibilité d'embaucher des prisonniers. La main-d'œuvre pénale était accessible. Il m'est arrivé d'avoir 7 ou 8 boys. Il y en a un qui servait, par exemple, il ne faisait que l'apéritif. Lui, son rôle consistait à servir l'apéritif. C'est tout ce qu'il faisait de sa journée. Dès qu'il nous voyait venir, il savait que monsieur un tel prenait tel et tel alcool, ou monsieur un tel prenait telle et telle boisson. Le temps qu'on sorte de voiture et qu'on arrive au salon, on a été servi. Et puis il s'appelait Bloom. C'est curieux, son nom est toujours resté. Bloom. Donc la vie était très facile, la vie était agréable. Au début de 1946, les nationalistes peuvent croire que la France va accorder l'indépendance, car la gauche l'emporte au sein du gouvernement tripartite. Le premier président de la 4e République, Vincent Auriol, est socialiste, tout comme Paul Ramadier, président du Conseil, et Marius Moutet, ministre de la France d'Outre-mer. Moutet va offrir le poste de haut-commissaire à Madagascar à Marcel de Coppet, un homme qui, aux côtés d'André Gide, a dénoncé les crimes de l'exploitation coloniale en Afrique. J'étais là au moment où il a fait son discours en descendant de l'avion sur la place de Tananarive, la place du Zoom, et il y avait déjà à ce moment-là des manifestations pro-indépendantistes qui étaient très, très, très évidentes. Et mon père a pris conscience de cela très vite et il a très nettement fait comprendre au ministère qu'il n'y avait qu'une chose à faire, c'était à donner, selon des procédures à discuter, l'indépendance à la colonie malgache. Cette indépendance demandée à Paul Ramadier, président du Conseil, a été expressément refusée. Ramadier lui disant si vous demandez l'indépendance de Madagascar, le ministère tombe, c'est-à-dire l'Assemblée nationale va le renverser. Par conséquent, même si c'est ce qu'il faut faire, nous ne pouvons pas le faire. Mon père a demandé en novembre à démissionner et le refus a été très net de la part de Moutet. Marcel de Coppet, pris entre ses idéaux et son devoir d'obéissance, se plie aux directives de Moutet. Il organise la création d'un nouveau parti, le PADESM, destiné à contrer le MDRM et diminuer son influence. La stratégie de la métropole consiste à jouer sur les anciennes rivalités ethniques en tentant d'opposer les côtiers aux habitants des hauts plateaux. La création de ce parti pro-français, de ce PADESM, va durablement diviser la société malgache et lui donner ses collaborateurs et ses harkis. Pour mettre en place les sections de ce parti, l'administrateur supérieur distribuait des fonds secrets un peu partout. Chaque candidat aux élections provinciales qui étaient prévues pour janvier 1947 ont été minutieusement choisis par l'administrateur chef de province. Chacun a reçu une rétribution en argent que j'ai vue. Et par la suite, au mois de janvier, tout a été organisé pour un trucage systématique des élections.
Or, comme j'étais très jeune administrateur et que je ne savais probablement pas truquer les élections, le chef de province a pris l'initiative de m'adresser un télégramme que j'ai encore en mémoire, qui me disait de procéder à un bourrage des urnes. Alors on me disait, auparavant, vous choisirez bien les assesseurs, vous prendrez 2 militants du PADESM, et entre midi et 2 heures, au moment où l'assistance se relâche, vous mettez le plus possible de bulletins dans l'urne, en n'oubliant pas de cocher les noms sur la liste électorale. Pour les leaders des sociétés secrètes, le dernier espoir d'une indépendance pacifique s'évanouit quand éclate la guerre d'Indochine. Ils lancent le signal de l'insurrection. La nuit du 29 mars, dans la consigne, on a utilisé les lampes de poche. On a employé les lampes de poche à 10 heures du soir, autour de Mouramang. À 11 heures, une deuxième alerte, deuxième signal. À midi, troisième signal. Pop, en avant. On a entré dans les camps, on a ramassé des armes, des mousquetons, des PM, ainsi de suite, fusil mitrailleur. Mais malheureusement, quand on a utilisé ça, il n'y a plus de munitions. Nanme baiko ipuaha yadi. Refa nipuaka le adi de nishi a mot de passe. Ni mot de passe ni fakafantaranai vurna af. Izay ni teny ni fakafantarana. Ka rehefa izaho no milaza hoe vorona, ianao milaza hoe afo mpihavagna zay. Fa raha izaho milaza hoe vorona, ianao milaza hoe rano, tombohany rehefa tsy namana. La répression est immédiate et sauvage. Les colons, qui virent plusieurs des leurs massacrés, organisent de véritables chasses à l'homme. L'état de siège est institué sur la côte est. L'armée voit bientôt ses effectifs triplés. Très vite, les colons regroupés en milices se mettent au service des militaires. On bombarde, on torture, on brûle les villages. Une guerre coloniale classique vient de commencer. Malgré les représailles, plusieurs maquis se développent encadrés par d'anciens militaires qui recrutent des paysans. Dans la forêt, la guérilla s'organise avec ses généraux, ses colonels et le fol espoir d'une aide américaine. Mais les maquis restent isolés les uns des autres. Les insurgés sabotent les voies ferrées et harcèlent les postes militaires. De tonga fahavalo nama ariga falezy tao zay nakomba farany dia vony balana ty zany hoe raha iverina zany de sy lavitra koa ka rehefa voabala tato a de nikomande miaramila koa hoe aux armes au feu fa misy fahavalo aty tonga zany de nitifitry indray zany nitifitry andre olon'ireo za zany de lavo rehefa avy eo voatifitra ato anankiray aty anankiray taty tonga de nipetraka lavo. Dans la région de Moramang, les colons excités veulent lyncher les membres du MDRM que l'on vient d'arrêter. Pour assurer leur sécurité, l'administration décide de les transférer à la prison de la ville. Les 166 prisonniers sont emmenés en wagon plombé à la gare. Nialavany wagon, nialavany dépôt iny jusqu'ariky zany nifandiny tao. Nialavany le 3 wagons, c'est juste nialavany dépôt iny 3 wagons, juste. Teo dia tokony amin'ny 19h30 du soir
dia nisy ohatra ny kitabatelo tabataba mandefa ny mametraka ny mortier zareo ny rivaniny mitraitra sy ny karazana metraka azy teo zay moa mipetraka eo amin'ny 20 mètre miala dépôt zany no mipetraka teo 20 mètre teo zay mipetraka hitako tsara tao ny fandeha teo dia kelikely dia nanomboka amin'izay ny pobasy voalohany trat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 a no ohatran'izany le fandeha teo tratatatatata dia mimitika le anaty vakoa vontsy hoe vontsy hoe vontsy hoe vontsy hoe dia amin'izay maray miandro tonga ny administrateur asivantony betsaka izy ny teo dia tonga izy dia mbola nisy tsy maty le olona dia miteny hoe fa nanonony zao zao zay mivonoa dia hoe tsy atao inareo fa dia mena sakafo izy fa za mihetsiketsiky efa mena sakafo dia mitondrany rano amin'ny sao izy ireo dia mitondrana rano dia manioka. 3 jours plus tard, les 71 survivants sont transportés en camion dans la forêt. Nakany izy ireo dia nasainy miady lavaka angambo izy aloha nasainy miady lavaka dia tao no napetraky dia nateratany amizay le an'ireo rehefa avy eo dia nisy maty betsaka ny maty anankiray ny tsy maty anankiray le anankiray tsy maty dia mba afaka mifitsaka tany ambanin'le maty mipetraka tany ambanin'ny maty izy mitsofoka. Rakutu Naïm, le seul survivant, raconte que l'ordre de supprimer les otages venait du général Casseville, celui qui en 1948, dans un roman intitulé L'île ensanglantée, écrira « Il est stupide de donner le droit de vote à des frères dont le sens humain est en retard de 2000 ans au moins sur le nôtre. » Masy betsaka aloha za tsy lala ntsony hoe ranona masy fa zay mahalala rehetra dia manome fanafody ntsony manome fanafody daholo hoe ty efa atao an'izao ty atao an'izao sotrina taka an'izao ty vakana taka an'izao. Le rano hoe rano dio dia filazanany hoe rano moa rano mangatsika mba hilazanany hoe mandeha rano mangatsika fotsiny le bala fa tsy zay le hoe fampiasana le herin'le fanafody zany mba ho lasa rano raha hamiko dia ny lasa fa ny maro mety misy maty. Pour ridiculiser le pouvoir considérable des sorciers, les militaires les embarquent en avion et les lâchent vivants au-dessus des villages. Dia ny riviana dia voasambotra satria MDRM inamy daholo le izy tsy za ihany fa be dehibe nondrasana telo mikazerana dia zay nahatonga aho tentona satria tamin'izany efa misaintsainy zareo fa amin'ny fiandohan'ny volana Mai 47 ho fankalazana ny miasa fety miasa dia izahay batanindreo tamin'izay zay nisy amin'ny 400 type misy vehivavy misy lehilahy dia hoe ary ny 1er Mai fankalazana ny fety dia izahay ireo no aripaka vavonina andavaka alarobia talohan'ny 1er Mai dia nakarana daholo reo brigade reo le tary amin'ny camp militaire nakambantely amin'ny prison civile zany satria noverina fa moramora ka moramora koa amin'izay ny fitifirana azy rehefa mitambatra izy kanjo moa mialy ny alarobia ny fo alakamisy zay 1er Mai 1948 dia ny 2 Mai 1949 dia ny 3 Mai 1950 dia ny 4 Mai 1951 dia ny 5 Mai 1952 dia ny 6 Mai 1953 dia ny 7 Mai 1956 dia ny 8 Mai 1957 dia ny 9 Mai 1958 dia ny 9 Mai 1959 dia ny 10 Mai 1961 dia ny 11 Mai 1962 dia ny 12 Mai 1963 dia ny 13 Mai 1964 dia ny 14 Mai 1965 dia ny 15 Mai 1966 dia ny 16 Mai 1967 dia ny 17 Mai 1968 dia ny 18 Mai 1969 dia ny 19 Mai 1970 dia ny 19 Mai 1972 dia ny 19 Mai 1973 dia ny 19 Mai 1974 dia ny 19 Mai 1975 dia ny 19 Mai 1976 dia ny 19 Mai 1977 dia ny 19 Mai 1978 dia ny 19 Mai 1979 dia ny 19 Mai 1980 dia ny 19 Mai 1981 dia ny 19 Mai 1982 dia ny 19 Mai 1983 dia ny 19 Mai 1984 dia ny 19
dia avy ny viainy anaty ala nandray izy fa hoe raha tsy afaka ireo dia zay misy maty daholo ka nagaga tamin'izany aloha dia miherim-po ny tavenina anaty ala nakanay ary ny tena nagaga sy zany tena ataoko hoe fahagagana ho amitsy zany kosa c'était un grand miracle pour moi. C'est en mai 47 qu'on a arrêté notre père ici. Alors, les soldats sont arrivés et on l'a fait sortir. Et puis, on a commencé de le torturer. Là, notre père a perdu des dents et puis des ongles arrachés. J'ai, à cette époque, âgé de 11 ans. Et moi, j'ai 17 ans. En ce moment-là, j'ai 17 ans. Il sacrifie tout. Sa richesse et puis sa famille. Nous sommes, à cette époque, 7 enfants. Et il sacrifie tout ça. Riche négociant en tabac, Samuel Rakoutoun-Drabé consacre toute sa fortune à financer le mouvement nationaliste. Il adhère à la Dzini, fondée par Mounzanzon, et joue alors un rôle prépondérant dans l'organisation du soulèvement. L'arrestation de Samuel Rakoutoun-Drabé, surnommé le Généralissime, prive dès le début les insurgés d'un de leurs principaux chefs. Il restera plus d'1 an en prison avant d'être jugé. Nanaka anazy ny reninay tomana ny ranomasy sady nandoaka mihitsy a kanefa dia jaune navaliny hoe nivadiko aman-janako a ambany no nitandrazako dia tsy azony toaina izy zany a fa dia nanatateraka ny etaeta amin'ny fony hatrany ihany dia taoriana kely ny nasamborana azy zany a no nentina amin'ny avion naka amin'ny Fianarantsoa dia nitsaraina tamin'ny tribunal militaire tany a dia condamné à mort dans le tribunal militaire. C'est le pasteur Jacques Vernier et puis un avocat, comment il s'appelle l'avocat? Maître Tessier. Maître Tessier, qui vient chez nous à 7 heures du matin. L'exécution s'était passée à 5 heures du matin. Il a dit que... Nahery fo tokoa ny irainareo teo amin'ny fahafatesany a ka tena reharehanareo zany fa izy tamin'izy telo lantifirina tamin'izay fotoana izay a izy reriny tsy mba navelany tapenana masony dia tamin'ny fotoana tena namonoana azy ny poan'ny basy zany a dia niteny izy hoe vive Madagascar. Samuel Rakoutoun-Drabé est exécuté en juillet 1948, 3 jours avant l'ouverture du procès des auteurs présumés de l'insurrection. Plus d'1 an auparavant, dès le lendemain du 29 mars, le chef de la sûreté, Baron, et l'administration coloniale avaient accusé le MDRM d'être responsable de l'insurrection. Les députés avaient été arrêtés en dépit de leur immunité parlementaire et le lobby colonial avait aussitôt réclamé leur pendaison. C'est dans l'ancien palais du Premier ministre que s'ouvre le grand procès dont on attend qu'il fasse toute la lumière sur les origines de la rébellion. Le procès a débuté dans cette grande salle en juillet
1948. J'ai pu assister au début du procès et au déroulement de quelques-unes de ces sessions parce que j'étais à cette époque-là secrétaire des avocats, des députés, des parlementaires et aussi de certains dirigeants du MDRM. Il y avait Maître Stib, Maître Douzon, Maître de Chézel, Maître Santos aussi. Cette salle était pleine, il y avait une soixantaine, si je ne m'abuse, il y avait une soixantaine d'inculpés. Le tribunal siégeait ici, de ce côté, les avocats de ce côté à droite, et les inculpés, je pense qu'ils entraient par cette porte, les témoins étaient à l'extérieur, et donc nous, avec les avocats, nous entrions par l'allée centrale pour nous installer, pour faire un tour et nous installer là. Aucun avocat du barreau de Tananarive n'ayant accepté de défendre les accusés, Maître Stib se rend à Madagascar pour l'instruction du procès. Le jeune avocat, Henri Douzon, résistant dès l'âge de 17 ans, lui succède. Un an après, Colette Douzon rejoindra son mari à Tananarive pour l'ouverture du grand procès. Oui, ça c'est un petit village. Pas très loin de Cana, ça. Ah, c'est mon mari, avec le chapeau. C'est Henri, voilà. C'est Stib avec le grand chapeau, là, l'objet. Ah, voilà Zèle. Zèle et la Millet. Tiens, là, on s'habillait long à l'époque. Ça, c'était les montages que faisait Henri, hein. Il adorait ça. J'ai rencontré ce matin Pierre Stib, le député Céfillot dont je t'ai souvent parlé et que je connais bien. Tu sais qu'il est l'avocat député malgache. Il m'a raconté son voyage dans l'île, sa voiture attaquée à la grenade par des fascistes à son arrivée, les conditions épouvantables dans lesquelles sont incarcérés les leaders du MDRM, considérés comme les chefs de l'insurrection, et les tortures dans les interrogatoires. Alors ça, c'était des lettres qu'Henri, mon mari, qui avait à l'époque 22 ans, envoyait. Il y avait un seul courrier par semaine. Je pars pour Diego après-demain. Et à Diego Suarez, il est invité par un cercle de marine, je crois, un apéritif le soir, il y va. Et c'est en sortant de ce cercle qu'il a été attaqué. Ils l'ont tabassé, déshabillé entièrement, battu à coups de nerfs de bœuf, matraque, etc. En lui disant on va te faire la peau, enfin, ça changeait du reste par moment. C'était rien, c'était simplement une rappelée pour lui apprendre à venir défendre les salopards de Malgache. Et puis, pour finir, il a perdu connaissance. Et quand il s'est réveillé, il n'y avait plus personne. Si l'opinion publique métropolitaine n'est pas maintenant éclairée sur ce qui se passe dans nos colonies, c'est à désespérer. Se décidera-t-on à épurer nos possessions d'outre-mer et à les débarrasser de la clique de nervis qui y font la loi? Le genre Ku Klux Klan ou SS d'avant l'avènement du nazisme est-il l'idéal de l'Union française? Voilà. Mais ce film-là, je l'avais pris à une suspension d'audience. Et Henri m'avait donné la caméra pour justement que je puisse prendre les témoins, les gens qui se promenaient dans la cour à ce moment-là. Comme j'étais secrétaire des avocats, mon travail c'était de retaper toutes les dépositions, le déroulement de l'enquête.
et il y avait de quoi vraiment faire dresser les cheveux sur la tête. C'était horrible. Ils ont fait des choses vraiment inimaginables. Je sais pas, je pense que c'est ici un peu qu'on s'est fait la main. Déjà, la guerre du Vietnam qui était en cours, la première guerre du Vietnam, les tortures toutes sortes, c'était quoi, le GIGN comme ils ont en Algérie, c'était l'immersion, la tête dans l'eau et dans de l'eau sale, des excréments, c'était les coups de nerfs de bœuf, c'était les pressions morales en disant, bon, ben, toute ta famille va y passer, incroyable, incroyable. Qui a déclenché l'insurrection? C'est la question centrale du procès. D'un côté, Baron et l'administration coloniale accusent le MDRM, d'où les tortures subies par les accusés, faute de preuves, il faut des aveux. De l'autre, les leaders du MDRM disent au contraire que c'est Baron qui est à l'origine du soulèvement. Baron aurait soudoyé les chefs des sociétés secrètes pour qu'ils s'insurgent, de façon à pouvoir accuser ensuite le MDRM et à le décapiter. Il est vrai que le gouvernement souhaite alors à tout prix abattre le MDRM, véritable menace pour les intérêts français. Il y parviendra d'ailleurs. Le MDRM sera liquidé et Rasset et Ravouang condamnés à mort. Mais la thèse du complot colonial ne tient pas pour autant. Rien ne permet d'affirmer que Samuel Rakutundrabé et les autres chefs de l'insurrection étaient des traîtres. Je maintiens que c'est M. Baron, le chef de la sûreté générale, qui avait tout fomenté toute cette histoire. Ce sont des sociétés secrètes formées en quelque sorte par la police française, c'est-à-dire par M. Baron, qui avait ses hommes, donc ses indicateurs, Rakutundrabé Samuel, était donc en quelque sorte l'homme avec Ravel Naïm dont se servait Baron pour infiltrer les MDRM. Et ce sont ces gens-là qui excitaient les jeunes malgaches non informés, non éduqués sur le plan politique, à dire que les Français ne veulent pas nous donner l'indépendance, par conséquent, il n'y a qu'une chose à faire, c'est faire la guerre. Ce n'est pas une rébellion, il y avait, encore une fois, je dis, l'infiltration des gens qui étaient extrémistes, qui pensaient qu'ils pouvaient faire, n'est-ce pas, la guerre, mais sur le plan purement malgache, ce n'est pas un mouvement de rébellion contre la France. On raconte, mais c'est pas la vraie histoire. On lui accuse toujours que lui c'est c'est ça qu'on lui dit toujours jusqu'à maintenant. Zay ny araky ny filazan'ny namany zany a nalala ny tantarany a dia tany amin'ny enquête tany amin'ny sûreté générale izy zany a rehefa voatery rehefa mitorturena dia nilaza tamin'ny voalohany aloha hoe raseta zany no mpary bebaiko dia noho ny teoriany zany nandà io zavatra io zareo satria hoe nitorturena dia izay no zavatra hoe hoentiny eo amin'ny fitsarana amin'iny grand procès iny hoe tsy mety manaiky izy hoe hitanany raseta sy Ravangy sy Rabe Mananjara ho lehiben'ny mpanao ny rébellion dia izay no antony namonoana azy alohan'ny grand procès zany. On a exécuté ce témoin capital pour qu'il ne parle pas. Samuel Rakutundrabé voulait endosser seul la responsabilité de l'insurrection. Dès lors, au procès, il n'aurait plus été possible d'accuser les 3 députés et le MDRM. Mais pourquoi, presque 50 ans après, Jacques Rabé-Mananzar ne rend-il pas hommage à ce héros du combat pour l'indépendance et continue-t-il à salir sa mémoire? Beaucoup d'insurgés gardent aujourd'hui encore une vive rancœur contre les chefs du MDRM qui se sont désolidarisés de leur lutte. La peine de mort qui avait été requise par le procureur général a été d'une sévérité inouïe. On a utilisé des textes qui n'avaient même pas
été appliquée contre les insurgés de 1848 et de la Commune. Le procès de Madagascar de Tananarive 1948 est dans l'histoire le type même du procès colonial. Les procédures ont été sommaires, les règles fondamentales du droit ont été violées. Tout était absolument révoltant dans ce procès. En septembre 1948, à la fin du grand procès, la guerre entre dans son 17e mois. Les troupes coloniales pourchassent les unités rebelles et les maquis sont réduits les uns après les autres. Les paysans terrorisés ont fui en forêt où ils mourront par milliers de misères physiologiques, comme disent les rapports. Alors que les prisonniers politiques ont beaucoup fait parler d'eux, les insurgés meurent en silence dans l'indifférence la plus totale. Tragno rehetra amin'ny tanàna ity sisy tsy may na tragno dia falakatry ny diaviny tanàna diany diaviny da midorona daholo ny tanàna da mipetraka fahatany agnaty ala iny tagny da manafinafy tragno ratiraty rasirasy io da eo mipetraky da la rava da lasa koa milefa gn'olo aminay azony maresaky ny zaza mitomany lasa regny kasaka rano inomina da zay sakafo da tsy nisy. Deo mitezany zaza io da mipetraka midodina fosiny eo deo sinosino raha rambarambazina fa da alina vao mandeha megnatiky mikasaka bokala hoanina. Gona io misy tafiana io tamin'izany satria efa tsisy tsony lamba fa defa io gona io. Aujourd'hui encore, une vive rancœur contre les chefs du MDRM qui se sont désolidarisés de leur lutte. La peine de mort qui avait été requise par le procureur général a été d'une sévérité inouïe. On a utilisé des textes qui n'avaient même pas été appliqués contre les insurgés de 1848 et de la Commune. Le procès de Madagascar de Tananarive 1948 est dans l'histoire le type même du procès colonial. Les procédures ont été sommaires, les règles fondamentales du droit ont été violées. Tout était absolument révoltant dans ce procès. En septembre 1948, à la fin du grand procès, la guerre entre dans son 17e mois. Les troupes coloniales pourchassent les unités rebelles et les maquis sont réduits les uns après les autres. Les paysans terrorisés ont fui en forêt où ils mourront par milliers de misères physiologiques, comme disent les rapports. Alors que les prisonniers politiques ont beaucoup fait parler d'eux, les insurgés meurent en silence dans l'indifférence la plus totale. Tragno rehetra amin'ny tanàna ity sisy tsy may na tragno dia falakatry ny diaviny tanàna diany diaviny da midorona daholo ny tanàna da mipetraka fahatany agnaty ala iny tagny da manafinafy tragno ratiraty rasirasy io da eo mipetraky da la rava da lasa koa milefa gn'olo aminay azony maresaky ny zaza mitomany lasa regny kasaka rano inomina da zay sakafo da tsy nisy. Deo mitezany zaza io da mipetraka midodina fosiny eo deo sinosino raha rambarambazina fa da alina vao mandeha megnatiky mikasaka bokala hoanina. Gona io misy tafiana io tamin'izany satria efa tsisy tsony lamba fa defa io gona io zary raha mita gona oentina menga makatia agnaty ala ity maka limangazo sy mitao fitafiana any agnaty ala any zay ny forinana avao tany. Ils sont restés dans la forêt jusqu'au moment où les avions ont commencé à survoler. Et les avions, voyant que les gens ne redescendaient pas dans la plaine, se sont mis à parachuter des drapeaux pour la reddition.
Alors ça, c'est un souvenir, si vous voulez, que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est un des habitants qui me l'a confié. Il en avait deux d'ailleurs, hein, m'en a confié un. Et voilà, il fallait que les gens se rendent avec ce drapeau où il y avait un texte en français et en malgache, et qui était un texte de reddition, hein. Malgache, les uns après les autres, vos prétendus chefs vous abandonnent, vous laissent dans la forêt souffrir de la faim et du froid. Soumettez-vous, venez vous présenter au poste français le plus proche avec un de ces petits drapeaux qui vous servira de laisser passer. Et c'est vrai que tous les groupes qui se sont présentés avec ça ont été autorisés à se installer dans le village. Donc vous voyez, ce document est vraiment un symbole de la détresse de ces gens. Dan tarika milina loha andao ivoaka zany voalohany satria maha extra militairement sasahy mivoaka da ny hoe andao ivoaka da nifanena teo zay raha fa nifanena teo zay dia avy le patrie vazaha le patrie miaramila français zany fa niomagna itikitra anay zany de zany nangatahana de raha fa nangatahana de tsy nampoka basy zareo de tonga avy agny de nandray anay de fatorana zareo zay de hoe andao tarito any amin'ny lasy misy aminareo zay de nitaritinay de lasy le mpanatany tao tany zay a no nentina raha fa tonga tao zay a de natao ankety a de tsy inona moa ny ankety fa de sasalan'zay a hoe inona miankiny kominareo de hoe iadiny fahaleovanteny malagasy. L'ordre est revenu dans la grande île et les unes après les autres, les fractions entraînées dans la rébellion ont fait leur soumission. Dans la région de Tamatave, les chefs d'un groupe dissident viennent solliciter du représentant de la France le pardon et l'oubli. En présence de la population du village, attentive et silencieuse, la soumission est acceptée. Mais la coutume malgache exige qu'elle soit scellée par le serment du sang. Marqués au front du sang expiatoire, ces égarés d'hier reprendront place dans cette communauté de l'Union française qui ne peut vivre et prospérer que dans le calme et la paix. Mon rôle a été de, comment puis-je dire ça, non pas pacifier, mais d'essayer de faire revenir les Malgaches dans leur village. Je suis né à Tananarive, je suis ce qu'on appelle un Zanatan, c'est-à-dire un fils du pays. Mes grands-parents sont arrivés à Madagascar aux environs de 1880, et ma mère y est presque née. Et je suis entré dans la police à Madagascar en 1940. Je connais la mentalité malgache, je connais les us, je connais leurs us, leurs coutumes, et il m'était facile, il était plus facile de pouvoir leur parler, de pouvoir les comprendre, de pouvoir les interroger, de connaître leurs réactions. Ça m'a facilité la tâche parce que, en ce sens que j'ai adopté un système qui s'appelle le système de partisans. Lorsque les gens venaient de la forêt, ils se présentaient au commissariat, je les nourrissais, je leur donnais une chéchia et une sagay, et ils retournaient en forêt me chercher deux autres personnes ou trois autres personnes ou leur famille. Et petit à petit, il y a eu ce lien de confiance. L'erreur des militaires était justement d'aller les chercher, de les interroger et de ne pas inspirer la confiance dont ils avaient besoin. C'est ça l'essentiel. Ce qu'on appelle la pacification dure jusqu'en décembre 1948. Les paysans regagnent leur village et en apparence, la vie reprend comme avant. Mais la terreur continue et on exécute encore jusqu'en 1953. Moi, j'estime, connaissant bien ce qu'on appelle guerre coloniale et les procédés qui étaient employés, que le nombre de victimes a dépassé largement 100 000.
D'ailleurs, les mêmes problèmes se sont posés lorsqu'on a estimé, on a voulu estimer le nombre des morts de Kabylie en 1945. On a toujours sous-estimé le nombre des victimes des guerres coloniales ou des guerres post-coloniales. Avec la venue à Madagascar du général de Gaulle, qu'accueillait le président Tsiran, Tananarive allait devenir pour quelques jours la capitale de la communauté. Le général de Gaulle devait dire notamment « La France est toute prête, dans la mesure de ses moyens, à collaborer au développement de Madagascar ». L'indépendance, enfin accordée en 1960, n'entraîne pas de véritable rupture avec la période coloniale. Tsiran, issu de l'ancien padesme, est l'homme de paille des Français. Une amnésie volontaire entoure les événements de 1947 et rien ne change pour les masses paysannes, toujours misérables. Munzadzon, le vieux rebelle du Sud, fidèle à ses idées, continue à défendre les paysans. Il fomente une révolte contre Tsiran. Elle éclate symboliquement le 29 mars 1971. La répression fait 3000 victimes. La révolte paysanne de 71 conduit à la chute de Tsiran un an plus tard. La vraie rupture avec la France a lieu sous le régime de Ratsirk, d'obédience marxiste. Lors de vastes commémorations, les insurgés de 47 sortent de l'oubli pour devenir des héros révolutionnaires. Cette entreprise de récupération fait du 29 mars l'événement fondateur d'un régime à la recherche d'une légitimité populaire. Près d'un demi-siècle après cette guerre, qu'on n'a jamais appelée guerre, les archives militaires sont toujours fermées. Les massacres de Madagascar restent un épisode ignoré de notre histoire. Plus occulté encore que les massacres de Sétif en Algérie en mai 1945. Il faut que les Malgaches écrivent eux-mêmes leur histoire. Faut-il ou non, peut-être passer le délai de 50 ans, dévoiler tout le dessous de cette affaire? Je crois qu'il faudra bien y arriver. C'est une étape historique pour le peuple malgache. 1947, quels que soient les jugements que les uns et les autres aient pu porter ou portent encore, c'est ce qui s'est passé.